Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien déjà? Via un petit message de chat, s'il vous plaît. Et Thomas, je viens de t'inviter à prendre la parole. Donc, merci à tous en tout cas d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Bourbier. On est ravis d'accueillir Thomas Bianchini, donc PM chez Talent.io. Euh, Thomas, je vais partager rapidement mon écran juste pour faire une petite intro en fait du Bourbier. Et puis ensuite, je te laisserai la parole. On est ravis de t'accueillir. Donc, tu pourras nous faire la présentation un peu de ton parcours, Talent.io et tout le contexte produit que tu rencontres là-bas. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, ça va être du coup les problématiques que tu as rencontrées. Euh, Salut Anne-Valérie. Alors, je vais partager mon écran très rapidement. Hop, hop, voilà. Donc, comme je disais, on est sur le webinaire Le Bourbier, donc bienvenue à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en avant les succès et les embûches de personnes de la communauté produit. Donc, bienvenue à tous. Euh, Thomas, encore une fois, je vais te laisser en fait l'écran. Tu pourras partager du coup ton support. Euh, J'entends du chat. Alors. Ah ok, bonjour à tous. Donc Thomas, je vais te laisser la main, tu pourras partager ton support. N'hésite pas à te mettre en démute parce que pour le moment tu es en muet. Salut à tous. Ok, Est-ce que vous m'entendez? je te Ça laisse. marche? Ouais, c'est bon, Ok, cool. tu peux y aller. Alors, partager l'écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça va Ok, super. commencer par le webinaire, J'avais le Bourbier. décidé. C'est bon? Ouais. Ok. Du coup, vu que je vais être sur mes slides en même temps, je vais pas avoir les réactions dans le chat. S'il y a des Ah questions, oui, moi j'essaierai de prendre du temps, ou alors tu peux m'interrompre en plein milieu, j'ai justement, pas de problème avec ça. bien sûr, l'idée C'est c'est avec vraiment plaisir. dès que vous avez des questions, posez-les dans l'onglet questions de préférence. Et puis moi justement, je rebouclerai avec Thomas pour qu'on s'assure que tout le monde est attend. Ok. Bon, bah, du coup, merci, Le Bourbier. Enfin, on va voir, si c'est vraiment un On va merci voir. parce qu'effectivement, je vais présenter une situation où je me suis retrouvé, dans la panade, si je peux utiliser un synonyme. Donc on va commencer juste par, qui je suis. Donc je m'appelle Thomas, ravi de vous rencontrer virtuellement tous et je suis product manager chez Talentio. Donc, pour faire un petit historique de d'où je viens et de ce qui m'amène là, ici aujourd'hui. Moi, à la base, je suis un diplômé, d'école d'ingénieur en informatique. J'ai été, full stack développeur pendant 4-5 ans et j'ai transitionné vers, le rôle de product manager il y a environ 2 ans. Donc, j'ai fait, moitié-moitié, on va dire, chez Talentio. 2 ans de 2 ans de full stack développeur et maintenant bientôt 2 ans de product manager. Talentio en 2 mots, c'est une, marketplace de recrutement. Oh d'ailleurs je vois qu'il y a une belle faute. C'est une marketplace de recrutement, qui permet de mettre en relation des entreprises qui cherchent à recruter, des développeurs ou des métiers dans la tech et Mm. donc évidemment des personnes dans la tech, qui cherchent leur travail, de rêve ou leur prochaine étape. D'accord. Donc, tu es sur un produit, je dirais, B2B2C? C'est ça et on a une dernière, on va dire, on a un dernier aspect, côté produit, c'est qu'on développe aussi tout notre back office. Donc Ok. toute la solution, que notre équipe opérationnelle utilise au jour le jour, elle est développée en interne et donc il y a plein de composantes autour de ça. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler en fait de mon premier projet en tant que product manager. Donc c'est un peu le projet, qu'on m'a donné au moment où je passais product manager. Donc, c'était le moment, voilà, où je venais d'être promu et ce projet-là a été, lancé pile à ce moment-là et du coup, 1er projet, première leçon,
J'ai appris, on va dire, dans le dur très rapidement. Donc pour vous donner un petit peu de contexte sur, le sujet et quel a été le projet à cette époque-là. Donc il faut savoir que chez Talentio, en fait, on a une approche, assez humaine, enfin très humaine, de la marketplace, dans le sens où, les candidats, c'est pas juste des candidats qui vont sur une plateforme et qui font leur vie. Ils sont accompagnés de ce qu'on appelle des talent advocates, donc des personnes qui vont les aider dans leur processus de recrutement, les conseiller, leur donner des indications sur le salaire auquel ils peuvent prétendre ou elles peuvent prétendre, tout ce genre de choses. Et donc ils passent énormément de temps au téléphone. Mm. Et donc le sujet qui m'avait été donné à cette époque-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour analyser ce qui se passe lors des conversations téléphoniques. Ça partait de là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils avaient des téléphones pro, donc pas de connectivité avec notre back-office, aucun moyen de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et toute cette information qui est en fait leur outil principal de travail, on n'a été pas capable de mesurer l'impact au jour le jour que ça avait, autre que les on-dit des équipes opérationnelles. Donc le sujet, ça avait été à l'époque de trouver une solution pour pouvoir faire analyser et surtout en tirer des leçons sur bah, ça, on sait que c'est un discours qui va bien marcher et ça, c'est un discours qui marche un peu moins bien. Ça avait pour but voilà, de faire de la formation et tout ce genre de choses. Donc ça, c'est pour poser un peu le contexte. Un autre contexte est où est-ce que Talentio opère aujourd'hui. Donc historiquement, en fait, on est en France, à Paris, et aussi du coup à Lyon, Bordeaux, Lille. Donc on a pas mal de grandes villes en France. Puis après, on s'est exporté. On a commencé à travailler dans plusieurs pays d'Europe, donc en Angleterre, puis en Allemagne, aux Pays-Bas et dernièrement en Belgique. Pourquoi c'est important que je vous présente ça? Parce qu'en fait, cette idée d'analyse des données via les téléphones, elles sont venues de marchés qui avaient plus de problématiques que nous en France. En France, c'est le marché historique, donc l'affaire tourne et analyser les appels, c'était pas un point bloquant. En Angleterre et en Allemagne, où le marché est beaucoup plus concurrentiel, ils voulaient mesurer l'impact de ces appels téléphoniques avec les candidats et avec les entreprises. Donc, c'est eux qui ont émis ce souhait. Tu Et vas la peut-être manière dont y ça... venir, Ouais, tu vas peut-être y venir, mais c'est vrai que là, du coup, tu vois, il y a potentiellement, alors aujourd'hui, je vois 5 pays, peut-être que là, aujourd'hui, vous en êtes à bien plus, en termes d'utilisateurs, d'expérience utilisateur et de, j'ai envie de dire, de comportement, ça doit être totalement différent. Euh, je sais pas si tu vas venir sur l'organisation de produits et comment vous gérez ça, mais je trouve que déjà, c'est très intéressant de savoir comment on fait quand on a une plateforme, un produit unique, mais qui s'adresse en fait à des utilisateurs qui, je pense, vont être bien divers, quoi. ouais. Alors, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un second bourbier. Je ne vais pas spécialement en parler aujourd'hui, mais Ouais. effectivement, et en fait, c'est un petit peu ce qu'on ressent, et c'est vraiment la problématique de fond qu'on a rencontrée. C'est qu'en fait, on a essayé de calquer un modèle qui marchait dans un pays sur des procédés très spécifiques à un pays, à Ouais. savoir la France a ses procédés de recrutement. Mais en fait, la manière dont ça se passe en Angleterre, en Allemagne et dans les autres pays, bah, la manière dont les gens sont recrutés, ça peut vraiment varier du tout au tout. Et c'est en fait c'est ces questions-là que euh, les personnes qui gèrent les pays se sont posées. Est-ce que d'appeler les candidats, c'est important ou pas? Ouais. Et donc eux, voilà, ont lancé cette idée-là à ce moment-là de, bah, on va analyser si pour notre marché, ça a du sens. Donc bah, la requête en fait a été demandé à l'époque au CTO. Et le CTO, forcément, CTO, Chief Technical Officer, donc notre big boss de la tech chez Talent. Et vu que c'était un sujet très tech, très encourageant, lui, il est parti direct et il a dit, moi, je veux le faire. Donc, ce qu'il a dit, en fait, c'est, bah, vous, les personnes qui gérez les pays, vous allez me trouver 3 entreprises qui permettent de faire ce qu'on appelle du téléphone via Internet, donc Mm. VoIP. Et donc, bah, comme ça, en fait, on va connecter cette application à notre back-office et hop, on a toutes les infos qu'on veut. Donc, il cherche les 3 entreprises, le CTO en valide 2, et le CTO, bah, c'est une personne très occupée et qui ne peut pas faire de l'analyse de tous ces besoins-là en termes de spécification de produit. Il demande au PM, donc en l'occurrence Product Manager, en l'occurrence moi à l'époque, Ok. fait l'étude comparative et voit ce qui fonctionne.
Et il s'avère qu'on va s'en sortir avec l'entreprise de téléphonie bleue. Donc, D'accord. bah, moi, en tant que jeune product manager, super, j'ai une solution qui va fonctionner. Euh, euh, on y va, on spécifie, on demande aux développeurs de coder, on fait la validation au niveau on fait la validation QA, on ship, tout le monde est content, fin du projet, c'est parti, on y va. Sauf qu'en fait, au bout de quelques jours, on se rend compte que, évidemment, la personne en Allemagne est très contente, la personne en Angleterre est ravie, puisqu'il commence à avoir des données. En fait, le truc, c'est qu'on a plein d'autres utilisateurs chez Talentio. C'est-à-dire qu'on a la personne qui gère le marché de la France, la personne qui gère le marché de la Belgique, la personne qui gère le marché aux Pays-Bas. Et pire, on n'a même pas demandé aux utilisateurs finaux, à savoir les équipes qui vont utiliser les téléphones, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et il y a encore un autre aspect auquel on n'avait pas pensé à l'époque, ou en tout cas auquel j'avais pas pensé à l'époque, c'est qu'en fait, il y a la partie facturation et la partie office management. Parce que changer des téléphones, ça change la manière dont on facture, dont on reçoit des factures. Et si on ne met pas au courant les équipes de facturation, elles découvrent ça sur le tard. Et ça change aussi la manière dont les office managers travaillent, puisqu'avant ils avaient des téléphones et maintenant ils en ont plus. Comment on fait pour faire cette transition-là? Donc, Du coup, ouais, du pour coup, faire un peu je te laisserai, mais pour faire le diagnostic un peu là déjà à cette étape-là, en fait, on est parti d'une décision. Comment vous êtes organisé? Là, si j'ai bien compris, il y a une demande de quelques pays d'avoir une feature en particulier, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'instance, je dirais, de discussion entre les différents pays pour évaluer un peu les besoins, les impacts? Alors, tu vas certainement y venir, hein. Mais ouais, c'est qu'on soit bien d'accord. Donc, ça a été une remontée de deux pays. Et puis, vous avez exécuté exactement. pour deux pays. D'accord. Sans parler aux autres. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est parti du principe que l'idée était très intéressante Ouais. par principe. Et on a fait l'erreur à cette époque-là, et c'est ça qui nous a mis dans le bourbier, c'est de partir du principe, en fait, on a fait de la stratégie exactement inverse de ce qu'on a fait quand on a voulu s'étendre vers l'Europe. On s'est dit, si c'est une solution qui est intéressante à l'étranger, ça va forcément intéresser les autres. Et ça va D'accord. forcément intéresser nos équipes. Donc c'est là, en fait, où moi, c'est une des premières leçons que j'ai tirées, et d'où le grand titre de ce bourbier aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a eu un biais de confirmation en fait en se disant deux personnes le demandent, plus notre big boss de la tech est OK avec ça, on y va tête baissée, il n'y a pas de raison que ça soit un problème. C'est vraiment l'erreur principale qui nous a mis dans cette situation à cette période-là. Du coup, c'est en ça que je me suis retrouvé dans le bourbier, 2 mois et demi après ma première, on va dire mon jour 1 en tant que product manager. Bon, qui dit Bourbier, on ne s'est pas arrêté là et on n'a pas arrêté de travailler. Il fallait absolument qu'on trouve des solutions. Donc en fait, pour pallier à cet énorme échec, hein, on va dire, hein, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt que de tout lancer d'un coup, en fait, on est un petit peu revenu en arrière. On a dit bon, on a fait une erreur. Donc, plutôt que de lancer cette solution à tout le monde et d'imposer à tout le monde d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité et ce nouveau produit, on a changé ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler, bon ici c'est un contexte un peu interne, ce qu'on appelle la go-to-market stratégie. Donc, comment on fait pour amener notre produit sur le marché. Et donc, nous, notre marché, c'est juste les équipes internes, mais ça reste des utilisateurs et ça reste un marché. Et donc, on est passé vraiment d'une approche où on diffusait ça en masse à tout le monde à à, un lancement un peu plus itératif. Donc pour rentrer vraiment dans les détails de la manière dont c'est passé, en fait, on a dit bon, personne va utiliser l'outil, on va juste prendre la plus petite équipe opérationnelle qu'on ait, et en fait, vous allez être notre équipe pilote. Donc vous, on vous impose l'utilisation de l'outil, vous êtes 3-4, mais par contre, on va rester à côté de vous tous les jours et on va récupérer tous les problèmes que vous rencontrez depuis euh, l'inscription sur le site, l'utilisation de l'outil, la configuration de l'outil, l'intégration avec notre back-office, vraiment tout, et on s'est mis avec, à côté d'eux, et c'était 100% de mon temps, c'était de récupérer tous leurs retours au maximum,
et de les adresser, leur proposer des solutions et de discuter vraiment fort avec eux. Et là, l'équipe pilote, elle était composée de personnes en France, une personne en Allemagne, une personne en Angleterre, une personne en Belgique, pour être sûr qu'on adressait vraiment les besoins de tous les marchés en même temps. Donc ça a été la première stratégie. Et ce qu'on a fait ensuite pour continuer, en fait, là, c'est de l'alignement de personnes autour d'une vision Ouais. produit, c'est qu'en fait, on a déployé la solution ensuite équipe par équipe. Et dans chaque équipe, on a décidé qu'il y aurait ce qu'on appelle en interne, nous, des champions, donc des personnes référentes sur le produit, avec qui on faisait des formations très avancées, et qui devenaient maintenant, en fait, un peu garants de promouvoir le produit en interne. Parce que vous imaginez que changer ce genre d'outils, ça a eu une grosse vague de refus de changement. Donc il fallait vraiment Mmh. qu'on ait des promoteurs en interne qui montrent à quel point l'outil était bien et que ça avait de la valeur pour tout le monde. Moi, je rencontre souvent des personnes qui, justement font, donc du produit, mais à vocation effectivement, d'utilisateur interne et c'est toujours un challenge, dans l'acquisition. Comme tu le dis, tu vois, il y a toujours c'est du change management quasiment à ce stade, l'acquisition et quand bien même on arrive à implémenter les nouvelles solutions, parfois on peut avoir des enjeux également de rétention parce que il y a la concurrence avec l'ancienne stack, voilà ce genre de choses. Donc j'ai bien compris ici, tu t'appuyais sur des champions pour mettre tout en œuvre. Est-ce que tu as des retours euh, opérationnels précis, des petits conseils ou des méthodes qui ont bien fonctionné pour favoriser l'adoption de nouveaux outils? Bon, du coup, le premier conseil, c'est impliquer les gens qu'il faut impliquer, Ah, évidemment. Et cette approche via champion marche très bien en fait, parce que bah déjà, du côté produit, ça minimise le nombre d'entrées qu'on a. Dans le sens où bah, nous, on a actuellement 80 personnes qui utilisent un téléphone au quotidien. Si je reçois de l'information de 80 personnes d'un coup, c'est trop et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc d'avoir des champions, leur rôle aussi, c'est de euh, agréger un peu les demandes et de déjà s'assurer de ce que pourraient être les top 3 problèmes. hmm, Et, et de leur point de vue à eux, donc d'un point de vue opérationnel, c'est hyper important et je l'ai vu, bah, du coup, via ce projet, d'impliquer les gens. La plupart, des freins au changement qui existent, c'est parce que les gens se sont sentis, délaissés ou oubliés dans les étapes. Qu'avec cette approche de champion, bah, déjà, il y a des personnes avec qui ils discutent quasiment quotidiennement, qui leur font des remarques et c'est pas forcément des remarques, officielles. C'est souvent des discussions à la machine à café, c'est souvent, pendant le repas où en fait, bah, un champion va dire: «Ah au fait, je suis passé sur, cette solution et en fait, ça marche super bien» et c'est ce genre de mini effet, positif qui fait que la plupart des gens changent au fur et à mesure leur, point de vue sur, la solution. hmm. Donc, des tips en tant que tels, j'en ai pas spécialement autre que de dire, bah, d'avoir des référents, pour nous, ça a très bien marché sur des gros changements, où on attendait du frein, en tout cas. Et au-delà des référents, il y a effectivement, tu l'as pointé du doigt, la notion de co-construire en fait le produit avec ses propres utilisateurs internes. Ça, c'est un truc, comme tu le dis, s'ils se sentent embarqués dans le projet, en fait, ils prennent conscience très vite que le produit est fait pour eux. On n'est pas là pour juste les gêner dans leurs habitudes, et donc la perception, du coup, va être beaucoup plus positive. Mais ça rejoint, donc du coup, j'ai une deuxième question. Bien Euh, sûr. Vous, à l'origine de ce projet-là, est-ce que justement vous avez répondu à une demande précise des utilisateurs internes ou est-ce que c'était une décision du responsable du pays, ou en l'occurrence de deux pays, qui a donné lieu au projet? Hem, c'est, donc c'est la l'idée est venue de 2 responsables, de Ouais. pays, mais c'était quand même une vision, globalement produit général, de se Mm, dire: «On est une entreprise qui prend des décisions sur, l'analyse de données de manière générale» et d'avoir un trou dans la raquette, heu, mm, c'était pas possible donc ça a encore plus confirmé, qu'il fallait qu'on le fasse. C'est juste la manière dont on l'a construite qui allait pas. mm, Mais non, l'entrée, le déclencheur du projet, c'est, nos utilisateurs internes. Mais c'est mm. juste qu'on n'a pas consulté, on les a pas tous consultés. D'accord.
Ok. Ah oui, et du coup, un autre type aussi, du coup, que je peux donner et auquel, en relisant mes notes, je l'ai rajouté, c'est qu'on a fait l'effort du point de produit de préconstruire des formations, vraiment de faire, de l'accompagnement, d'utilisateurs, jusqu'au bout. Dans le sens où, c'est l'équipe produit qui a construit les formations qui sont actuellement données par, les teams opérationnels, quand il y a des nouveaux arrivants. Donc on a vraiment fait en sorte qu'ils aient une solution clé en main à partir du moment où, on leur avait communiqué. C'est un autre truc, qui a plutôt bien marché, ils en étaient plutôt contents. Déjà, ça leur fait des points de référence quand ils ont des questions et en plus, ils n'ont pas eu à le faire eux de leur côté. Donc ils savaient vraiment tous les détails. Et le Mm. dernier truc, c'est que je reviens un petit peu du coup sur l'équipe pilote du tout début. C'est que cette équipe pilote-là, avec tous les retours qu'on a eus très rapidement, ça nous a permis de construire une énorme, base de données de questions auxquelles, on avait des réponses puisqu'on venait d'implémenter les solutions. Donc pour toutes les prochaines équipes, toutes les personnes qu'on a dû embarquer dans le projet après, toutes ces personnes-là, on pouvait ou les pointer vers, la nouvelle base de données, enfin la base de données de FAQ, ou rajouter une entrée et on a construit progressivement en fait toutes les questions, auxquelles les personnes pouvaient, toutes les questions que les personnes se posaient et de manière, bien documentée, et tout le monde y a accès. Donc ça a aussi permis, voilà, de nous, de notre côté, s'assurer que tous les points étaient adressés en tout temps. Ok, super clair. Voilà, heu, je vois pas du tout le chat, du coup, je sais pas du tout s'il y a d'autres questions ou si globalement, Pour le moment, c'est à peu près non, clair? pour le moment, on est bon, c'est super clair sur le contexte et du coup les enjeux. OK, et un dernier, donc du coup dernier, solution on va dire, donc j'ai un tout petit peu parlé de la documentation. Le dernier truc qu'on a fait, c'est que voilà, donc on utilise une entreprise externe et on utilise aussi Slack en interne. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un Slack channel dédié à cette intégration, où n'importe qui peut venir poser une question et notre, il y a pas de mot français, je crois, pour dire ça, Customer Success Manager. Enfin, la personne qui Ouais. s'occupe de nous chez Ringover, enfin chez le nom de l'application c'est Ringover. La Mm. personne qui travaille chez Ringover est aussi intégrée dans notre Slack channel pour fluidifier les échanges au cas où, le produit est pas dispo et surtout, le produit c'est pas son métier d'assurer, l'utilisation propre, de Ringover. C'est Heu, ça. donc on a fait le lien et le pont pour que ça soit encore plus efficace pour eux d'échanger rapidement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a essayé vraiment, à partir du moment où on s'est rendu compte de cette erreur-là, de construire, une vision un peu, 360 de tous les points qui pourraient, leur poser problème et de leur proposer une solution pour que ça soit plus jamais un frein pour eux. Ouais. Donc là, Voilà. tu parles du fait que, alors déjà, je pense qu'on parle de la feature Slack Connect peut-être. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. je la vois de plus en plus apparaître effectivement. Bon, bah, pour ceux qui voient pas, Slack permet de connecter plusieurs organisations d'un coup, donc ça facilite beaucoup les partenariats, les crossovers. Et effectivement, donc ce que tu dis, c'est que c'est directement le customer success de la boîte, enfin de ton service tiers, Ringover, Ouais, qui exactement, s'est ouais. chargé d'onboarder et de faciliter la prise en main de l'outil par donc ça, ouais, c'est aux petits oignons, ça facilite Voilà. forcément l'utilisation de l'outil, ça c'est bien. Ouais, ok, C'est ça super et tips. ça en plus, ça du coup, ça permet aux champions de se sentir encore plus importants parce que ce qu'on a essayé de mettre en place de notre côté, c'est que seulement les champions communiquent, dans ce channel-là avec des points à régler et ils peuvent faire du suivi et tout ce genre de choses. Donc ça a vraiment fluidifié les échanges, Mm. et ça a pareil, ça a vraiment permis d'avoir, et de l'acquisition et de la rétention, au fur et à mesure, en interne. Ok. Et petit à petit, donc j'imagine que ça a eu du succès. C'est là où vous avez pu commencer à scaler la solution, quoi. Ah Exactement. bah ok. Donc, la conclusion de tout ça, c'est bon, pas toutes les équipes font encore, la fiesta, parce qu'il y a Ouais, encore voilà, c'est quand même ce gros changement de processus en termes de métier où on modifie l'outil principal, des utilisateurs. Il y a forcément des gens qui vont préférer les anciennes méthodes et qui vont être vraiment les gens les plus difficiles à convaincre. Donc il y a une stratégie qui peut marcher, c'est de faire de ces gens-là des champions.
Nous, on a testé sur certains pays ou certaines équipes où on savait que l'intégration allait être assez compliquée parce que les gens étaient là depuis plus de 6 ans et qu'ils avaient leurs habitudes de travail. De les mettre champions, bah, ça les responsabilise. Donc c'est un peu, voilà, c'est à double tranchant. Il faut vraiment connaître les personnes avec qui on fait ça, parce qu'il y en a qui vont se sentir piégés, mais il y en a en fait qui vont dire ah en fait on me responsabilise donc c'est important. Voilà, là c'est bon, c'est un tout petit peu de voilà, c'est de la gestion d'utilisateurs. Mais voilà, donc on va dire l'ensemble, le sentiment général, il est assez positif. Mais voilà, il y a encore du travail à faire pour continuer à promouvoir cet outil et continuer à ce que bah, les gens soient contents parce que c'est le plus important, quoi. Au-delà de la promotion et je dirais enfin pas de l'acquisition de nouveaux utilisateurs, mais tu vois là tu es dans une logique de, je dirais ouais, euh, créer de l'adoption dans de nouvelles équipes de cet outil interne. Mais est-ce que tu gères aussi la notion de bah, s'assurer que l'outil reste euh, ultra pertinent pour les équipes? Je vais m'expliquer. Est-ce que tu gères un backlog, par exemple, bah, de nouvelles fonctionnalités Ringover à proposer aux équipes? Est-ce que tu fais évoluer en fait ce produit interne, ou est-ce que là ton optique elle est vraiment déjà dans l'adoption? Bah, c'est une très bonne question. Ringover, c'est pas quelque chose qu'on a développé nous en interne, donc on a très peu de capacité d'amélioration en tant que tel, puisqu'on peut pas demander à nos devs de travailler sur une application qui code pas. Donc ce qu'on met en place nous, c'est, on a en gros un Excel, un spreadsheet partagé avec Ringover et Talentio, où toutes les personnes qui veulent des nouvelles fonctionnalités peuvent remplir ce fichier-là et Ringover passe de temps en temps pour voir, pour voir s'il y a des fonctionnalités qu'ils veulent intégrer dans leurs produits. Et pareil, moi régulièrement, j'encourage les champions à aller sur ce Slack partagé pour promouvoir de nouvelles idées. Mais une fois, bah, après Ouais, c'est plus d'un point de vue, bah, c'est notre partenaire qui prend en compte ou pas nos ouais. retours, euh, en sachant que bah, là c'est plus à eux de ça. Enfin, nous, ce qu'on peut faire, c'est promouvoir. Et moi, je sais que Mm, je demande un petit peu tous les 2-3 mois, généralement, où en est telle ou telle demande. mm, Mais au-delà de ça, on a peu de pouvoir, à part juste voilà, relancer les gens comme le mm. ferait un utilisateur lambda, si je puis dire. Non, je dis ça parce que éventuellement, tu vois, imagine-toi des solutions. Je connais pas exactement le scope de Ringover, mais si on parlait, je sais pas, d'un SAP ou d'un Salesforce, tu vois, ce type de RP où là, il y a tellement de fonctionnalités qu'il y a un vrai sujet autour de qu'est-ce qu'on intègre. Mais par contre, moi, je fais une aparté. C'est ultra intéressant ce que tu as dit. Ça me fait penser pour les personnes du public qui seraient sur des produits typiquement solutions B2B. Pourquoi est-ce qu'on répète souvent que le customer success c'est ultra clé en fait comme poste, c'est que à la fois c'est des personnes qui vont justement traiter les besoins du client en front, s'assurer que il y a une satisfaction utilisateur, mais surtout là ce qu'on voit c'est que Ringover en fait nourrit sa propre roadmap directement auprès de l'ensemble des utilisateurs et l'ensemble des boîtes qui travaillent avec eux quoi. Et je pense que voilà, si ils font ça avec je sais pas 1000 clients B2B, très vite ils ont une idée de ce qui intéresse les personnes et ça permet de taper juste dans leur propre roadmap quoi. Ouais. Et Mm. en construisant un peu là-dessus, d'avoir de l'échange direct avec les gens, Mm. ça permet aussi, très rapidement, d'organiser, ce qui est assez dur à faire dans le métier de product manager, des entretiens utilisateurs. Parce qu'en fait, Ouais. vous avez des gens en direct que vous pouvez contacter et qui ont un problème. Donc, ils vont avoir envie d'en discuter avec vous. Donc, et souvent, enfin là, de ma jeune expérience, c'est très compliqué d'arriver à trouver des gens comme ça en envoyant des mails un peu dans la base de données, sans vraiment savoir s'ils ont des problèmes ou pas. D'avoir un Customer Success Manager, bah, cette personne peut dire ah bah, j'ai 5 personnes qui me parlent de ce problème-là. Euh, Tu peux les contacter de ma part, voilà leur Slack, ou tu peux même aller sur le Slack partagé et discuter avec eux en direct. Donc ça a beaucoup d'avantages, ça a beaucoup de valeur, ces entretiens utilisateurs, parce que bah, c'est ce qui est le plus précieux pour un product manager, c'est de comprendre vraiment ses problèmes, parce que s'il y a des problèmes, il y a de la valeur à dégager à long terme. Ouais. D'accord.
Bon, du coup, premier projet, première leçon. Donc là, c'est pour généraliser un petit peu ce que moi j'en ai dégagé de ce Mm. projet-là, hors tout ce qu'on a un petit peu évoqué. Donc déjà, un truc qui est très très important, c'est en tant que product manager, on est représentant de vraiment tous les utilisateurs. Et, c'est très facile de tomber dans ce biais de confirmation. Et là, exposé devant vous, effectivement, quand on a ce truc-là, on se dit mais pourquoi il n'a pas pensé à aller voir tout le monde? En fait, il y a une telle effervescence et les gens qui viennent avec leurs problèmes ont souvent tellement ils sont tellement excités et ils ont tellement d'arguments que des fois c'est un peu difficile de prendre un peu de recul et se dire est-ce que j'ai parlé à tout le monde? Et c'est hyper important en tant que product manager de toujours penser à tous ces personas, si je peux utiliser le terme technique. Ouais. Mm. Ensuite, l'alignement des personnes qui vont utiliser le produit. Euh, c'est pas en termes de quantité, c'est en termes de qualité et de choisir vraiment les gens que vous voulez aligner. Parce que ces personnes-là, en fait, vont être les promoteurs. Et si vous avez des promoteurs, le rayonnement positif sur l'acquisition et tout ça, enfin tout ce qui peut se passer au moment du lancement, va faire le succès du produit. Donc aligner les gens et une fois encore, en tant que product manager, vous managez souvent personne à part vos produits. Donc avoir vraiment cette fibre pour euh, euh, émerveiller, montrer que ça a de la valeur aux gens, c'est vraiment important parce que ça les manage pas, ça leur dit pas ce qu'ils vont faire, mais ça va les amener dans la direction que vous pensez être la bonne. Ouais. Euh, la stratégie de lancement de produit aussi, j'en ai parlé, donc cette histoire de petite équipe pilote, puis intégrer petit à petit les équipes, ça peut se penser très très tôt dans la gestion dans la gestion d'un projet ou d'un produit. Et ça, maintenant, moi, j'ai même pris le réflexe de le faire avant, d'avoir une ébauche de j'imagine que mon produit est terminé, Mm. j'imagine que tout est là. Comment est-ce que je le lance? Donc, Amazon a un truc que j'aime bien, en tout cas, c'est s'ils font une fausse press release. Donc, comme s'ils avaient un article dans un journal et ils écrivent en fait bah, le produit est prêt, voilà tout ce qu'il y a dedans, voilà comment vous allez vous connecter, voilà quels sont les utilisateurs euh, que ça va toucher, voilà les principales fonctionnalités. Et en fait, c'est une page qui explique tout ce qui va se passer au moment où le produit est prêt. Mm, Et en c'est fait, intéressant. juste ça, ça permet de raisonner un petit peu sur est-ce que j'ai parlé à tout le monde, Ouais. qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit dedans, et vous pouvez même le partager en interne avec les gens que vous voulez impliquer. Comme ça, les gens vont se dire ah, c'est à ça que ça va ressembler, et déjà vous commencez un petit peu à aligner les gens. Et ils peuvent vous faire des retours directs en vous disant ah, t'as pensé à ça, ça m'intéresse pas du tout en fait, ça n'a pas de valeur pour moi. Et vous n'avez même pas besoin d'avoir de wireframe, de design, de quoi que ce soit, c'est juste du texte, c'est 30 lignes, mais vous avez déjà des premiers retours sur une ébauche. Mm. Donc ça a pas mal de valeur, et nous, C'est je sais que super. maintenant on le fait en interne. Moi, j'ai une question, ben justement, une question du chat en lien avec ce que tu viens de dire là. Ouais. Étant donné qu'on voilà, on veut assurer le bon lancement du produit en fonction des personas, en l'occurrence des différentes équipes qui sont internationales et donc qui ont des contextes terrain et des pratiques, j'imagine, différentes, quoi. Bah, comment on fait pour gérer en fait la priorisation, quoi, entre ces divers besoins. Peut-être je dis ça totalement au hasard, hein, en Hongrie, les entretiens d'embauche, ils sont systématiquement dans un café, donc il n'y a pas besoin de s'appeler. En France, c'est que du mail et on n'aime pas s'appeler, etc., etc. Comment on aligne, Juste pour reprendre la question, c'est comment on choisit un peu ces utilisateurs comment dans le gérer, ouais, lancement? voilà, comment gérer les divers besoins des équipes produits sur en fait, des marchés et pays avec des contextes différents. Moi, c'est une question très très difficile, dans le sens où ça va dépendre beaucoup du produit que vous créez. Euh, dans l'idéal, nous, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne, j'essaye de trouver l'endroit où globalement le produit que je lance va avoir le plus de valeur. Et c'est ça qui définit ma priorité. C'est tout le jeu du product manager, malheureusement, d'apporter de la valeur souvent à quelqu'un en sans en faire perdre trop à quelqu'un d'autre. C'est toujours une affaire de compromis. Il y a pas de réponse
Je peux pas vous donner de stratégie qui dit faut faire ça, ça, ça Mhm. et ça. Dans l'idéal, et c'est ce que je dis un peu dans ce troisième point, c'est dans la stratégie de lancement de produits, c'est à vous ou à moi en tant que product manager d'analyser un peu tous les personas et de voir la valeur et les risques. Parce qu'en fait, Mhm. la valeur c'est bien. Nous, en tant que product manager, on raisonne souvent tout ça, mais il faut aussi bien mesurer les risques. Et s'il y a une partie de votre persona où vous voyez de gros risques, ça vaut le coup d'aller tester très vite avec ces gens-là. Donc, je ne sais pas si ça répond Tu veux dire des entièrement à la risques, question. tu veux dire des risques justement de ne pas le faire, enfin Ah oui, c'est des, ça, des des risques de trucs ne qui pas y pourraient le aller. faire. En fait, on n'y va pas. En fait, on n'y D'accord. va pas. Dans un contexte européen ou international, il y a aussi une autre stratégie qui est de dire, bah, en fait, on ne le lance que dans un pays, en fait. Hmm. Cette fonctionnalité-là, on ne le fait pas pour ces équipes. Mais ça va être très dépendant de votre structure interne, ça va être très dépendant des Ouais, bien sûr. utilisateurs. Mais il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs axes d'analyse, on va dire, et c'est de l'analyse en amont, qui peut être fait en amont, qui est de mesurer à qui j'apporte de la valeur, et où, en tout cas. Hmm. Quels sont les risques principaux dans un monde où mon produit est lancé, quels sont les risques? Et les risques d'avoir des mauvais retours. Et le dernier truc, c'est, bah, sachant, ma valeur et mes risques, est-ce que ça vaut le coup que je le lance avec tout le monde? Voilà, si je Ok. puis le plus pragmatique que je peux vous donner, en tout cas la manière dont moi j'analyse, et je fais, ces stratégies, c'est autour de de ces 3 questions-là. Ok, merci. Bon, ça, c'est une phrase, un peu cheesy, un peu classique dans le monde du product management. C'est qu'on est toujours, enfin, en tout cas moi, en plus venant de la tech, j'adore les solutions, et c'est une vraie passion de trouver une solution qui va émerveiller l'utilisateur. Mais il faut toujours se poser la question avant de est-ce qu'il y a un vrai problème? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à en sortir? Parce qu'on peut imaginer la solution la plus compliquée du monde, et ça aurait pu être très compliqué pour cette solution téléphonique. On aurait pu faire des trucs de l'analyse, de l'analyse en temps réel de signal, pour savoir qui parle à quel moment, et cetera. Heu et c'est ce qu'on n'a pas fait, heureusement d'ailleurs, de bien s'assurer de comprendre, qu'est-ce que l'utilisateur en face de moi, est en train de me dire. Parce que souvent, les gens viennent avec des solutions. C'est un biais, très courant. Je veux utiliser cette entreprise, pour analyser, mes problèmes pour analyser, mes utilisateurs et ce qu'ils font au téléphone. Et il faut toujours, se poser la question de, bah, en fait, quel est son problème fondamental à cette personne? Où est-ce que je peux lui apporter de la valeur? Donc Ok, je la mets parce qu'à chaque fois que j'ai un projet, bah, c'est toujours, ce truc-là qui ressort, c'est est-ce que j'ai bien compris le problème en amont? d'accord. Donc la recherche. La recherche, et Hmm. c'est ça exactement, la recherche, Hmm. tout à fait. Et le dernier truc, c'est que dans le produit, il y a pas que les utilisateurs finaux, il y a les utilisateurs un peu autour, et là, dans ce contexte-là, ça s'est très vite vu. En Hmm. fait, nous, on avait un contexte des utilisateurs, bah, du légal, on avait, de la finance, et bah, ces 2 personnes-là qui n'utilisent jamais de téléphone au jour le jour, mais de changer, la manière dont on fonctionne avec les téléphones, ça a des impacts pour eux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire en amont, avant de commencer quoi que ce soit. C'est de se dire: «Si ça change, ou si ça, je le lance, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont être impactées?» Parce que souvent, bah, on se rend compte qu'il y en a, et que ces personnes-là, il faut aussi les impliquer parce qu'ils ont des manières de travailler, ils ont des manières de voir les choses, et les oublier, bah, ça peut créer à terme des problèmes, auxquels on n'avait pas pensé. J'ai une autre question là du chat, c'est Ouais, on va jouer à et si et OK. si tu avais su que ça aurait posé problème le fait de développer la solution, voilà, si tu étais omniscient quoi et tu savais comment voilà ça allait finir, est-ce que tu te serais permis de tout arrêter et dire no go pour l'implémentation de la solution? Dans ce contexte-là, non, parce D'accord. que, parce que la valeur que ça apporte aujourd'hui à l'entreprise, elle est plus forte, que, du frein au changement et du frein de procédé. Hem Et qu'ici, en fait, le produit
et la fonctionnalité, c'était pas vraiment ça qui a posé problème. Quand on prend vraiment du retour, c'est la manière dont ça a été communiqué et lancé. Donc ici, c'est Mm. vraiment la partie lancement du produit qui a posé un vrai problème. L'outil de manière générale et l'intégration avec notre back office, tout ça fonctionne très bien et les gens en sont très contents. Ce qui a vraiment pêché, c'est la manière dont ça a été lancé. Donc, si j'avais été omniscient, bah, en fait, j'aurais fait une stratégie de lancement en amont et j'aurais utilisé exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Et D'accord. ça aurait évité ces 4-5 mois où en fait on a été obligé de retourner en arrière pour dire non, vous pouvez quand même garder vos téléphones un peu de temps et on va analyser ce qui marche et ce qui marche pas. Dans Mm. ce contexte précis-là, j'aurais pas dit non. J'aurais dit je continue parce que bah, je suis quand même convaincu de la valeur produit que ça apporte. Et il y avait un vrai problème qui Mm. était que sur l'outil le plus utilisé chez Talentio, on n'avait pas moyen de prendre des décisions basées sur ces données. Donc le problème existe, la solution existe, mais c'est la manière dont on a lancé la solution qui a posé un problème. Et vous avez des méthodes pour mesurer la satisfaction de tous les utilisateurs internes, là, vous la monitorez? Euh, En interne, on n'a pas d'outils pour les utilisateurs en interne. Donc nous, on a juste un moyen de discuter avec eux et on se rend compte qu'en tant que product manager, aller prendre un café, ça a souvent beaucoup plus de valeur que juste Mm. prendre 5 minutes de pause. Parce que souvent, on croise des gens qui vont nous parler. Donc être Mm. très concentré à la machine à café, c'est un autre type. Par contre, en externe, on a un outil très classique qui s'appelle le NPS, donc Net Ouais. Promoting Score, qui permet de mesurer la satisfaction client via une question simple qui est de 0 à 10, à combien est-ce que vous recommanderiez Talentio. Et quand la personne a donné un score, on laisse un champ texte libre pour que les gens expriment leurs besoins. Et donc tous les mois à peu près, on prend tous les commentaires des gens et on essaie de lire où est-ce qu'ils ont des problèmes. Et vu que pareil, bah, ils nous ont répondu, on a un mail, on est capable de les contacter après. D'accord. Mais en interne, ma meilleure strat pour l'instant, c'est manger avec des gens pas de l'équipe produit et Mm. forcer un peu des discussions un peu informelles. Parce que déjà, les gens se sentent un peu plus en confiance et on en apprend souvent pas mal. Ok. Bah, ça fait 5 leçons. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, cette fois, je pourrai retourner directement dans le chat Mm. pour voir s'il y en a. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thomas pour la présentation. C'était très très clair sur Ok, cool. effectivement. En fait, c'est tout l'enjeu. Comment est-ce que ouais, j'embarque mes parties prenantes. Tu l'as pas fait, tu as fait un 180 degrés et là, du coup, ça s'est mieux passé. Comme quoi, en fait, euh, moi, ma conclusion par rapport à la présentation, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas tant une question de est-ce que le produit est bon, mais parfois c'est comment on s'y prend, quoi. La manière de s'y prendre et d'embarquer les personnes de A jusqu'à Z peut changer radicalement la satisfaction et le résultat in fine, quoi. Tout à fait d'accord. C'est super. Et, euh, et ça rejoint vraiment la tendance actuelle de création d'entreprises et toutes ces choses-là, qui sont en fait souvent des produits avec des idées géniales, Mm. mais la manière d'arriver sur le marché peut flancher, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'adoption et ce qui fait que ça marche pas. Ouais. Donc, ce que je voulais vraiment mettre, voilà, si je peux faire voilà, la grosse conclusion, c'est que des produits exceptionnels, il y en a plein, mais c'est très très important de savoir comment est-ce que votre produit, vous allez l'amener sur votre marché. Et marché, c'est vraiment juste la rencontre de votre produit et de ses utilisateurs. Et ça s'applique à tout. Mm. Voilà. Y compris en interne, ouais. Et y compris en interne, c'est souvent très important parce que négligé, mais c'est les gens qui travaillent tous les jours avec vous. Donc, c'est très important. Ouais. Mm. Voilà. Super. Je regarde si non, on a répondu non, on a répondu aux questions. Mais en tout cas, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont rendues disponibles pour le webinaire. Et je vous donne rendez-vous à notre prochain épisode du Bourbier. Ah, j'avais juste un dernier truc à dire. Je peux Ouais. faire un petit message. Je sais. Talentio cherche un senior product manager. Donc, s'il y a des gens intéressés, euh, c'est un super produit. Et du coup, c'est avec Des plaisir. bonus de conclusion. Voilà. Si vous cherchez du travail, Ça doit concerner ouais, plus d'une personne, je pense. voilà. Super. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.